On connaît les enchères immobilières, mais y a-t-il des nouveautés, des nouveaux modèles interactifs? Quelles sont les règles? Quelles sont les opportunités? Figaro Immo, c'est parti. Bonjour Olivier. Cofondateur d'Enchères Immo. Alors, les enchères immobilières, on en entend beaucoup parler. On connaît celles des notaires, on connaît moins les modèles interactifs. Est-ce que vous, qui avez démarré il y a quelque temps, est-ce que ça se développe de plus en plus, Louis? Eh bien écoutez, oui, ça se développe de plus en plus. Nous, ça fait bientôt 4 ans et demi qu'on a lancé Enchères Immo. Et effectivement, on voit de plus en plus de ventes interactives sur la plateforme. On voit de plus en plus de professionnels qui proposent ça à leurs clients vendeurs et qui permettent ensuite à des acquéreurs de participer. Donc oui, ça se développe bien. Louis Duclari, alors on va voir avec vous justement Enchères Immo. Alors là, on est un petit peu moins dans le haut de gamme, on va dire que c'est plus un immobilier traditionnel. Vous existez depuis quelques années, mode d'emploi d'Enchères Immo. Mode d'emploi d'Enchères Immo. Enchères Immo, c'est vraiment une plateforme qui permet aux professionnels d'aller faire le pont entre ses vendeurs et ses acquéreurs, pouvoir commercialiser un bien, comme le disait, je vais répondre un peu, rebondir sur ce que disait Maëlys, mais à un prix attractif pour pouvoir dynamiser justement une commercialisation, permettre d'optimiser la visibilité du bien, bien entendu, et ensuite, évidemment, les potentiels acquéreurs, en tout cas ceux qui vont souhaiter en savoir plus, vont pouvoir évidemment accéder au dossier, visiter, c'est clé, et en effet, après avoir validé un dossier de financement, être inscrit par le professionnel à la vente interactive et se connecter le jour J, remettre des offres, voir les offres des uns et des autres, etc. Mais alors Louis, qu'on comprenne bien, ça ne s'adresse pas directement au départ aux particuliers. Est-ce que le particulier peut venir justement? Est-ce qu'il y a un espace pour les particuliers ou est-ce vraiment réservé aux professionnels ou comment ça se passe? Alors, effectivement, le modèle initial d'Enchères Immo, qu'on continue à faire progresser, c'est un modèle où nous, on fournit une solution à une agence immobilière. Aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 500 agences, 300 mandataires sur toute la France. Oui. Et l'idée, c'est qu'ensuite, eux puissent distribuer la solution, en fait, ajouter une corde à leur arc et effectivement proposer à des vendeurs, soit qu'ils ont déjà, avec lesquels ils travaillent déjà, soit de nouveaux vendeurs, ce système pour optimiser la commercialisation de leurs biens. Et en effet, pour rebondir sur le deuxième point, sur Enchères Immo, il y a la possibilité pour un particulier vendeur de nous solliciter. Et nous, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va qualifier son projet, valider que les choses vont bien, que c'est vendable, etc. Et ensuite proposer ce lead vendeur à des professionnels qui vont pouvoir s'en occuper concrètement. Est-ce que vous avez des exemples de biens justement proposés à la vente, bien ou sûr, certains qui ont été vendus? On a vendu un certain nombre de biens puisqu'on a réalisé un peu plus de 3300 ou 3400 ventes à date, des biens haut de gamme à plus d'1 million, plus de 2 millions, on est monté jusqu'à 6 millions d'euros. Oui. Mais en même temps, l'ambition d'Enchères Immo, c'est de fournir une solution qui permette finalement de trouver une réponse de marché à n'importe quel bien. Donc, en moyenne, je dirais que le bien moyen sur Enchères Immo doit être autour des 250 000 euros, ce qui correspond globalement au standard de marché moyen. Et on a vendu des parkings, des studios, des appartements plus grands, des maisons, toutes sortes de typologies d'actifs, même des locaux commerciaux, absolument. Quelles sont à la fois les opportunités et quels sont les freins? Est-ce que vous rencontrez des freins juridiques, économiques ou autres? Bien sûr. On va commencer par les freins. Je préfère toujours démarrer par le frein et après aller vers l'opportunité. Je pense que le principal frein initial dans la mise en place de notre plateforme, c'était effectivement déjà d'adresser les professionnels, de leur proposer un système qui change un peu de leur manière traditionnelle de commercialiser, qui se veut complémentaire à cette manière traditionnelle. Et donc effectivement, au début, on a dû casser en tout cas des barrières psychologiques juridiques, puisqu'il y a rien dans la loi Hoguet qui empêche de commercialiser un bien sous un format d'appel d'offres. Donc là-dessus, je pense qu'avec le nombre de biens qui ont été vendus, je pense qu'il n'y a plus trop de sujets. Ouais. Et souvent, un des freins encore qui peut exister, notamment chez les vendeurs, c'est qu'ils peuvent avoir tendance à se dire et interpréter vente interactive avec vente aux enchères au sens adjudication du terme. Ouais. Et effectivement, le sujet, c'est de les rassurer, de leur expliquer que ça reste une vente traditionnelle, qu'à la fin, ils auront des offres, qui peuvent les refuser si elles ne vont pas à leur projet, tout simplement. Mais au moins, on fait avancer les choses en pouvant concrètement montrer aux vendeurs où est le marché. Voilà. Ça, c'est globalement le plus gros frein. C'est un frein pour leur montrer que c'est nouveau, en fait, et que techniquement, on n'est pas dans une vente aux enchères adjudicataire. Très bien. Ça, c'est le frein. Opportunité, oui. Évidemment, le marché a beaucoup évolué depuis le lancement d'Enchères Immo. On s'est lancé dans un marché qui était très booming, on va dire, où les ventes se faisaient rapidement et où le principal objectif initial d'Enchères Immo, c'était de se dire un bien qui est vendu en 48 heures, avec 3 offres au prix,
est-ce qu'on n'est pas passé à côté vraiment du prix de marché? Aujourd'hui, évidemment, le marché, vous le savez bien, a évolué, il y a beaucoup moins de volume, etc. On se retrouve à avoir des plateformes de diffusion avec des biens qui restent beaucoup plus longtemps. Le temps de vente, évidemment, c'est beaucoup prolongé. Et là, l'ambition, c'est plutôt de se dire, s'il ne se vend pas à 250, au lieu de faire des baisses de prix successives et finalement d'user pour le vendeur son produit et son énergie, faisons un appel d'offres, démarrons à un prix bien attractif pour ensuite laisser remonter le marché. Et puis, dernière chose, Louis-Luc Lary, sur cet aspect, vous avez lancé en fait un GAPI, en fait un comparateur, c'est ça, d'attente, en tout cas entre les vendeurs et les acquéreurs. Exactement. Typiquement, il s'affiche là, donc on peut peut-être le commenter, mais le principe de cet indice, c'était vraiment de se dire, nous, chez Incherimo, on a 3 données clés. On a donc 150 ventes par mois qui sont sur la plateforme, et pour chacune de ces ventes, on a 3 informations. Le prix de départ, la valeur estimée, enfin 4 informations, le prix de départ, la valeur estimée, le prix attendu par le vendeur et évidemment la meilleure offre. Et l'idée de cet indice, c'était de pouvoir permettre à n'importe qui, puisqu'il est accessible sur notre plateforme, de pouvoir accéder finalement un peu au pouls du marché, de se dire ok, en ce moment, en moyenne, parce qu'évidemment ce sont des moyennes, c'est des données, ça va être d'interpréter, de se dire quel est l'écart qui existe entre les attentes du vendeur et les meilleures offres, et de se dire est-ce qu'on est dans un écart où la négociation est possible ou pas. Et si on remonte un petit peu dans cette analyse de graphique, on voit que déjà ça va un peu mieux, déjà c'est beau, c'est bien, et le marché repart. Évidemment, il y a encore des ponts à faire et de permettre aux acquéreurs de bien comprendre la valeur et aux vendeurs surtout d'éviter de rester trop longtemps à la vente. Mais on voit qu'on avait atteint en début d'année 2024 un écart de plus de 9%. 9%, il faut dire les choses. C'est aussi pour ça que le volume de vente a diminué. C'est que quand on a 9% d'écart, c'est compliqué de réconcilier les parties. En revanche, en ce moment, on est plutôt stabilisé depuis avril autour de 7%. En moyenne, donc évidemment, il y a des ventes qui se passent tout de suite, on est d'accord. Mais le 7% veut dire qu'on rentre dans une sphère de négociation possible où on peut rapprocher les parties. Et c'est l'ambition initiale d'Incherimo, c'est de dire on souhaite que ce soit quand même intermédié par un professionnel pour qu'il l'accompagne. Il a un rôle crucial à jouer. En revanche, l'ambition, c'est vraiment de se dire on a un vendeur et un acquéreur qui n'ont évidemment pas les mêmes objectifs. Et il faut arriver à les rapprocher pour permettre une vente. Est-ce que tous les deux, les nouveaux outils technologiques, bien sûr aussi l'intelligence artificielle, va vous aider à développer avec les différentes bases de données, Louis? Bien sûr. Effectivement, nous, on a un point crucial, et là-dessus, je souscris tout à fait au discours de Maëlys, qui était de dire, pour qu'une vente interactive se passe au mieux, l'élément crucial de départ, c'est de bien positionner le prix de départ. Et en fait, la façon de bien positionner un prix de départ, si vous le faites vous-même, c'est ce qu'on conseillait jusqu'à peu à l'ensemble de nos clients, c'était de se dire, réfléchissez comme un acquéreur et dites-vous, aujourd'hui, il y a beaucoup de biens comparables diffusés dans chaque secteur. Il faut faire en sorte de faire ressortir le bien pour justement amener du contact. Et c'est le point de départ en fait d'une commercialisation. Et donc dans ce cadre-là, en effet, nous on a développé récemment une fonctionnalité qui permet à un professionnel, alors on va aller effectivement, si on rentre dans les détails, on requête de multiples bases de données, tant de ventes effectuées que d'annonces, pour effectivement se dire sur un bien donné, comment est-ce qu'on va optimiser la fourchette de départ. Et effectivement, on peut raisonner théoriquement avec un pourcentage, 15-20%, ce qui pour beaucoup de biens va être le cas, mais parfois justement, simplement un bien pour qu'il soit visible, il faut simplement qu'il soit en dessous des autres, en termes de prix, d'affichage. Et donc l'outil, cette fonctionnalité qu'on a développée, elle permet justement pour, en gros, la plupart des cas de figure, d'aller trouver une bonne fourchette de prix de départ pour optimiser ensuite la vente. Et effectivement, on a utilisé des outils d'IA pour faciliter finalement ces algos pour qu'ils puissent travailler convenablement. Louis, et puis Maëlys, peut-être sur l'immobilier haut de gamme. Louis, tout d'abord. Je pense qu'un bon constat déjà, c'est de dire que effectivement, l'immobilier en 2024 a été une année finalement assez difficile et challengeante pour l'ensemble des parties prenantes. Évidemment, il y a tout le contexte macro avec des taux plus forts, etc. Ça va mieux. Ça va mieux, effectivement. C'était le départ. Mais effectivement, on voit que ça s'améliore au cours de l'année. On voit finalement actuellement, disons, il y a des points positifs. Il y a un redémarrage des transactions en termes de volume, et ça c'est très positif. Des taux qui baissent, qui donnent aussi envie à des acquéreurs de se projeter. Et finalement, il faut retrouver de la confiance. Enfin, l'immobilier, je pense que globalement, c'est de la confiance. Quand on s'endette sur 25 ans, c'est qu'il faut avoir confiance dans le produit qu'on achète et dans le montant qu'on est prêt à mettre. Et donc là-dessus, l'enjeu de la vente interactive, c'est de rapprocher et apporter un peu plus de confiance. Et si on regarde un peu la suite, globalement, je pense que tout le monde s'accorde à dire que vraisemblablement, courant 2025,
il y aura un souffle un peu qui va redémarrer dans l'immobilier, mais on est aussi là pour permettre aux agents, au jour le jour, d'essayer de faire des commercialisations, faire des ventes et progresser. Louis, que faudrait-il pour relancer en tout cas ce marché immobilier, que ce soit en termes, là aussi peut-être de politique du logement, de fiscalité, redonner aussi envie d'investir dans l'immobilier? Quelles sont vos préconisations, vos attentes? Je pense qu'effectivement, il y a une forme d'attentisme aussi de la part des vendeurs et des acquéreurs parce qu'ils ne savent pas ce que ça va donner. Aujourd'hui, il y a une politique du logement qui est assez incertaine. Pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de décision claire. Et j'ai envie de dire, quelles que soient les décisions, simplement, il faut les prendre et au moins derrière, le marché s'adapte. Mais pour le moment, c'est vrai que des gens, certains attendent en se disant, vu qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on préfère attendre. Donc et apporter de la visibilité, apporter de la visibilité, de la sérénité, exactement. D'y voir plus clair. Exactement. Et effectivement, il y a un enjeu aussi qui est de se dire, aujourd'hui, si on veut réellement retrouver une roue qui tourne, avec des ventes, avec des vendeurs qui commercialisent, etc., il faut aussi permettre de donner aussi cette visibilité aux vendeurs qui fait que le risque majeur aujourd'hui dans lequel on pourrait tomber, c'est qu'avec la baisse des taux, les vendeurs se disent « Ok, ça repart, on met les prix hauts ». Sauf qu'en fait, ça ne va rien résoudre au problème. Ce qu'il faut en effet, c'est une baisse des taux qui permet d'accompagner l'acquéreur à nouveau sur le marché et que les vendeurs concrètement réalisent le prix de leurs biens, ça leur permet d'arbitrer et les choses avancent. Mais effectivement, si les prix remontent, on ne va pas s'en sortir. Certains évoquent aussi le fait de remettre, ou même d'instaurer un statut du bailleur privé, en fait, reconnaître l'investisseur immobilier comme un acteur économique à part entière. Louis? Je pense que aujourd'hui, l'investisseur, la personne particulière qui achète pour investir, pour créer du patrimoine, pour avoir un peu de rentabilité, effectivement, il représente quand même une certaine part du marché. Et c'est aussi grâce à ces investisseurs-là qu'on peut avoir des transactions qui se font sur des biens généralement d'une taille précise. Et il ne faut pas les perdre. Si on perd ce côté investissement, déjà, qui va porter finalement le logement, parce que derrière, il y a des locataires qui attendent aux portes. Sûr. Et il faut finalement des investisseurs, il faut des personnes qui soient prêtes à prendre le risque de porter un bien pour ensuite permettre de loger. Et effectivement, là-dessus, il y a des choses qui ne sont pas très claires encore. Il faudrait effectivement une ligne plus claire pour permettre aux gens, chacun, de se positionner.